comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. Je suis encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. Je suis encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro. Messieurs, dames, bien le bonjour, ça y est, 16h48, il est l'heure les amis, il est l'heure de se retrouver dans le Juste Bistrot. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes plein badin. C'est mercredi, c'est ravioli, c'est farce tranquille, c'est le plaisir. C'est le plaisir les amis, on se retrouve pour de beaux sujets, on va faire le point sur pas mal de choses aujourd'hui. On a une grosse séquence qui vous attend, on va ouvrir une fenêtre pas cool. Je vous le dis, on va regarder 10 ans en arrière, des événements pas top, mais je voulais revenir avec vous sur certaines choses, certaines révélations qui n'ont toujours pas été vraiment traitées.
Je vais tourner cette lumière qui est mal mise. Et voilà, là, ça n'a plus rien à voir. Là, c'est beaucoup mieux. Là, c'est Hollywood. Les amis, voilà. Dites-moi un petit peu dans le chat comment ça va. Est-ce que vous êtes en forme, les copains? C'est mercredi, qui fait quoi? Qui est au boulot? Qui est à la maison pour garder les gosses? Qui est en vacances? Voilà, dites-moi un petit peu dans le chat. Éclat 15 qui dit épisode retour vers le futur, absolument. Non, c'est ça. Parfois, il faut ouvrir des fenêtres un peu derrière nous. Pas les plus drôles, mais pour revenir sur des révélations, sur certains éléments encore non élucidés, si j'ose dire. Steph C qui dit alors on parle de quoi aujourd'hui? Binous, barbecue, sport, cochon d'Inde, pédocriminalité, arnaque aux Français, pitrerie de nos guignols, soumission à lieu, un peu tout ça. Un peu tout ça à la fois, ça va être pas mal. Voilà. Shinsama37 qui dit super relax, bah ça c'est bien. Week-end pour Soldona. Comment ça, week-end? Comment ça? Vacances à ce rythme-là, parce qu'on est quand même mercredi. Donc là, voilà. Merci pour les subs. Hein. Merci à Mizikosophie 972 pour le sub 13e mois. Merci à Jojo l'Astico Sauteur, le sub 3e mois. MIP59, le sub prime 7e mois. Brigitte 351, sub prime 4e mois. Merci beaucoup, les amis. Alexandrine 59, j'espère que tu vas bien. Je fais des bisous. Elle dit à la maison, pas de boulot aujourd'hui. Et ben voilà, c'est bien. Mercredi, c'est spaghetti dans ce cas-là. Voilà. On se régale et ça fait plaisir. Et Soldona qui dit non, week-end pour moi, par contre, boulot samedi et dimanche. Ah, tu bosses dans quoi? Dis-moi tout. Pour bosser le week-end, ça c'est dans le commerce. C'est dans la grande surface, c'est dans l'épicerie. Dites-moi un petit peu, Soldona, dans quoi tu bosses? Dites-moi un petit peu, les amis, voilà aussi là, les sujets du moment sur lesquels vous voulez qu'on papote un petit peu. On va parler drogue et députés. Ah, j'ai un article à vous montrer, on va se fendre la gueule avec ça. Dites-moi un petit peu, sinon, de votre côté, ce que vous en pensez. Merci à Snimnard pour le sub 5e mois, Jujuka et le sub prime 34e mois, merci beaucoup. Salut Rémi, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Je t'avoue que tu m'as foutu le blues la dernière fois. Vous inquiétez pas, ça va déjà mieux. Et oui, je suis con. Soledone, il est chauffeur de bus, je suis con. Mais je le sais. Donc oui, voilà pourquoi il bosse le week-end. Évidemment. Blueby 3, l'opposition en carton qui vote pas la censure. Peu de surprise là-dessus. Neutron Lent, merci pour le subprime 28e mois. Irmunos qui dit le tennis. Alors le tennis, c'est vrai qu'il y a Roland Garros en ce moment. Alors Roland Garros, le tennis, c'est pas que je veux pas vous en parler, mais je suis vraiment une pompe. Je suis vraiment une pompe à vélo. Je ne suis pas le tennis. J'aime pas. Déjà, j'aime pas regarder. Maintenant, c'est sûrement très chouette, mais j'ai suivi parce que je lis quand même l'équipe, donc j'ai des références quand même assez poussées. C'est Loïse Boisson. On a une jeune fille là, qui est en train de gagner 18 baloches. Elle est en demi-finale. Elle a tapé la numéro 3 en 8e et la numéro 6 là aujourd'hui en quart, pardon. On va se mettre d'ailleurs, regarde, le dernier point, enfin les derniers instants pour vibrer la magie de la petite balle jaune. Voilà, hein, c'est aussi ça le juste bistrot. C'est l'amour du sport et de la terre battue. Voilà, ça part de la raquette. Et voilà, c'est gagné. Super. C'est hallucinant, qui pourra arrêter le nouveau? Ah, il y a de l'émotion. Ah, j'ai envie de chialer. J'ai pas vu le match, mais je trouve ça extraordinaire. Bravo à Loïs Boisson, évidemment. Merci à Tomic302 pour le sub 22e mois également. Et Stratus 13 qui vient d'offrir un sub à Sam 6. Merci les amis, c'est magnifique. Donc bravo, voilà, bravo à Loïs Boisson qui est en demi-finale. Est-ce qu'on sait qui elle va rencontrer? Là, les amoureux de la raquette, dites-moi un petit peu si on sait qui elle va prendre en demi-finale. Mais c'est magnifique. 18 ans, 360e mondial. Donc vraiment, rien ne l'a prédestinée à gagner. Franchement, elle sort de nulle part. C'est un peu comme si un ancien banquier d'affaires inconnu du grand public devenait président. C'est un exemple au pif. Hein. C'est au pif. Irmenos qui dit Coco Gauff, apparemment. Elle prendrait Coco Gauff dans la demi-finale. Voilà. Non, mais c'est magnifique, c'est bien. C'est chouette de voir les jeunes, voilà, les jeunes, los Robenes. C'est de l'espagnol. Angry Manor-Smite qui dit moi je suis un amoureux de la raclette, c'est pas pareil, ça c'est drôle. J'aime beaucoup, ça me parle. Les copains. Donc le tennis, non, c'est vrai que le tennis je regarde pas beaucoup. Là en ce moment je regarde un peu la Formule 1. J'ai regardé le Grand Prix de Barcelone ce week-end. Ouais, j'avais jamais trop regardé aussi. Je trouve ça sympa la Formule 1. Ça va vite, il se passe des choses, c'est très serré en ce moment. Les voitures sont jolies, il y a un côté jeu vidéo, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Il y a de l'avenir dans la Formule 1. Je sais pas si ça marche beaucoup. Ils ont des sponsors qui ont l'air plutôt pas trop mal. Mais Formule 1, c'est bien. J'aime bien Lando Norris, Piastri.
Palmade, enfin j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et dans le tennis, je regarde pas assez. Mais maintenant, quelqu'un qui s'appelle Boisson, moi ça me parle. On va pas se mentir. Voilà, on a envie qu'elle gagne, Madame Boisson. On a quand même envie. Alexandrine 59 qui dit moi je suis plus témoin moto GP. Voilà, la F1 j'adore ça, dit Matt Le Z. Victor Macno, c'est chiant la Formule 1, le spectacle tourne en rond. Ouais, pas plus que la politique française, hein. Pourtant, je vous parle de ça tous les jours. Donc tu vois, la Formule 1, je m'y retrouve finalement, hein. Ah, voilà, hein. Des trucs qui coûtent beaucoup de pognon et qui laissent des traces de pneus, ça me rappelle le Sénat, hein. Donc tu vois, finalement, on y est, hein. C'est pas si éloigné, d'une certaine manière. C'est pas si éloigné. Coupe 34, Grand Prix Aragon ce week-end en MotoGP. Et il y a une équipe Moto2 qui est sponsor OnlyFans. Sérieux? Ah, je savais pas ça. C'est excellent. Snimnard, c'est comme le Tour de France, parfait pour la sieste. Faut juste se réveiller 20 minutes avant la fin. Alors là, non. Attention. On critique pas le Tour de France. J'adore le Tour de France. Enfin, j'adorais le Tour de France. Là, ça m'a gonflé. Là, j'ai l'impression que, bon, ça reste entre nous. Je veux pas trop en parler parce que j'ai poussé une analyse un peu loin. Là, j'ai des éléments. Je commence à me demander s'ils sont pas dopés au vélo. Ouais, je sais, c'est gênant. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont dopés. Ouais. Bah, ils montent des cols, on dirait des toboggans. Tu sais pas si c'est le Mont Ventoux ou une rampe de lancement pour aller sur la Lune. Aujourd'hui, tu sais plus. Blague à part, je suis fan de vélo, hein, j'adore ça, en vérité, j'adore ça. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui, toutes les grandes courses, là, récemment, par exemple, il y avait Paris-Roubaix, il y avait le Tour des Flandres, toutes les grandes classiques du Nord, les moyennes de vitesse des épreuves sont explosées, les records sont explosés d'année en année. Et tu vois des types comme Pogacar, Vingegaard et toute la ribambelle. Ils vont plus vite dans certains grands cols, notamment sur le Tour de France, que la génération des dopés, Pantani, Ulrich, Armstrong. Donc il y a quand même un truc qui va pas, hein. C'est quand tu commences à avoir volé plus d'argent que Bernard Madoff, tu te poses des questions sur ton éthique. Parce qu'il n'y a personne qui va arriver en disant non, non, mais là c'est bon, c'est un philanthrope. Là c'est bon. Alors peut-être après, si tu t'appelles Bill Gates, non, mais... voilà, après j'imagine, c'est de l'imagination. Mais c'est vrai que dans le vélo, j'adore ça, mais là, ça devient un petit peu n'importe quoi. Je reconnais que c'est un peu terrible. Soldonin qui dit quand ça monte à 60 km/h sans une goutte de sueur, dubitatif, je suis. Alors, sur le plat, tu peux bricoler. C'est ça le truc. Pour moi, enfin voilà, de toute façon, ça l'a toujours été dans le vélo. À plat, dans un peloton, atteindre 50 km/h, tout le monde peut y arriver. Si tu as fait un petit peu de vélo, que tu es un peu entraîné, alors, la différence entre les professionnels et moi, c'est que moi, je vais tenir ça pendant 500 mètres. Après, je vais exploser. Eux, ils font toute la course. Mais à plat, dans un peloton qui te protège du vent, t'as tout ce qu'il faut, ça, c'est pas déconnant. Avec des vélos en plus extraordinaires aujourd'hui, tu as des grosses technologies et tout. C'est dans l'école. Dans l'école, bon, tu peux avoir des super vélos, ils ont de la bonne nutrition, d'accord, mais dans l'école, ça devient n'importe quoi maintenant. Les puissances en watts qui sont dégagées, on n'a jamais vu ça. Il y a quelqu'un que j'aime bien sur Twitter, qui est un peu ronchon par moment, mais c'est Monsieur Veillé, Antoine Veillé qui s'appelle, qui, si vous voulez suivre son compte sur Twitter, il donne des infos pas mal sur le dopage, avec des statistiques, avec des chiffres. C'est très intéressant, je l'aime bien. Antoine Veillé, ouais. Et on l'embrasse, évidemment. Voilà, dites-moi un petit peu, les amis. On laisse plus de place au fait de papoter. Je sais que vous avez bien aimé ça. Il y a des thèmes aujourd'hui. On va parler du Bataclan, je vous l'ai dit. J'ai un article du Figaro que je voulais vous présenter. On va parler d'actualité. Mais je vais laisser de plus en plus la place pour papoter. Si vous avez des questions, des thématiques que vous voulez aborder, si vous voulez venir sur le Discord, parce que je sens que ça vous a plu. Là, il y a eu des bons commentaires, l'émission de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, où c'était foire aux questions, c'était thème libre. Donc je sens que ça a plu, je sens que ça vous parle de pouvoir papoter, qu'on discute un petit peu plus entre nous. Donc n'hésitez pas, et si vous voulez intervenir, rendez-vous sur le Discord, juste milieu, salon vocal, je l'ai sous les yeux. Donc n'hésitez pas si vous avez un petit mot à faire passer. Matt Le Z, Antoine, c'est le Rémi du vélo, il fait des instants grognons, c'est vrai. C'est pour ça que je dis ça, il a de temps en temps un peu des coups de gueule. Victor Macno, le dopage existe dans le vélo depuis qu'il y a des compétitions, au départ du café, puis après les produits pharma. Même avant, tu avais le fameux pot belge déjà à l'époque, et puis tu as cette histoire extraordinaire sur le Tour de France 1910, si je dis pas de conneries. Un Italien qui avait remporté une étape et ils l'ont testé au niveau de l'alcool et il était complètement bourré.
C'était entre 1903, donc le premier Tour de France, et 1920, c'était au tout début. Et les mecs se déboîtaient à l'alcool. Parce que la dureté du Tour de France, je sais pas si vous savez la carte du Tour de France sur les premiers tours. Aujourd'hui, il y a 23 étapes. Donc c'est long, tu vois. Ils s'envoient quasiment 3000 bornes sur peu de temps, quoi. Sur peu de temps. Sur même pas un mois. Mais à l'époque, le Tour de France, c'était un délire. Regardez la carte. Regardez les étapes. Avant, c'était comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Tu vois, c'était ça. Les étapes du Tour de France, c'était ça. Tu vois, donc tu as Paris-Nantes, Nantes-Bordeaux, Bordeaux-Toulouse, Toulouse-Marseille, Marseille-Lyon, Lyon-Paris. Lyon-Paris sur une journée, en vélo. Tout va bien. Ah, c'était cocasse. Hein. Puis ils se démerdaient, les types. Hein. Ils avaient leur chambre à air autour d'eux. Ils avaient des trucs comme ça. D'ailleurs, c'était pas forcément des chambres à air. C'est des... ça s'appelle quoi que si, des chambres à air. Et tu avais aussi l'autre technologie, je sais plus comment ça s'appelle. Et tu as l'histoire aussi du... comment qu'il s'appelle? Pareil, dans les premiers Tours de France, pour dire à quel point c'était quand même un autre sport. Hein. Eugène Christophe. Ah, c'est ça. Tour de France 1900... Attends, 1908? Attends, non, 1913, c'est ça. Tour de France 1913, là, c'est des années de canapé et de Tour de France qui vous parlent. Je les connais, ces anecdotes, sur les bouts du cul. Eugène Christophe, Tour de France 1913. Nous sommes dans les Pyrénées, une étape rude, dans des conditions dantesques. Eugène Christophe casse sa fourche avant. Donc c'est ce qui tient la roue, pour ceux qui sont jamais allés chez Gosport. Il casse sa fourche. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Eugène Christophe? Il trouve une forge. Il s'y rend à pied. Il reforge lui-même sa fourche avant de vélo. Il la répare et il repart. Ça, c'est magnifique. Il avait un surnom, c'est le Gaulois, je crois. Le Gaulois quelque chose. Comment qu'il s'appelle? Le vieux Gaulois. Voilà, c'est ça. Eugène Christophe. Histoire extraordinaire. C'est véridique, hein, ce que je vous dis. C'est des années de Rémi qui regarde le Tour de France qui vous parle. Donc, il y a de la connaissance de vélo. Je rigole pas trop avec la grande boucle. Hein. J'assume mon plaisir de la pédale. Hein, à l'inverse de Bardella. Non, je rigole. Elle est horrible, celle-là. Elle est lamentable. Je devrais être attaqué en justice. Je vais m'attaquer tout seul en justice. Je vais porter plainte contre moi-même. Mais bon, bref, Eugène Christophe, ouais. Eugène Christophe, c'est une histoire extraordinaire. Et là, c'est à l'ancienne. Là, c'est à l'ancienne. T'as quelqu'un qui bricolait, qui va reforger sa fourche. Hein. Aujourd'hui, il casse la fourche, il te change le vélo, la gourde, le cycliste. Hein. Ils t'en mettent un tout neuf sous blister. Donc, non, c'est extraordinaire, cette histoire. Et c'est vrai que le vélo, avant, il y avait une dureté... folle, vraiment folle sur les conditions de sport, les conditions de vie des types, c'était complètement fou. Donc ouais, non, c'est assez dingue. Stratus 13 qui dit Richard Virenque, qu'on l'a oublié, celui qui a fait à lui tout seul des grosses séries des Guignols, l'homme dopé à son insu, c'est vrai que c'était une belle histoire. Belle histoire. Salut à Igerne 14 qui vient d'arriver, voilà, ça fait plaisir. Et Matt Lezel qui dit le vélo est toujours dur, effectivement. Oui, non, ça n'a pas changé, mais je crois qu'à l'époque, il y avait quand même un niveau peut-être... sur les conditions, même avant d'être sur le vélo, quoi. C'est-à-dire les types qui montaient, c'était pas des stars comme aujourd'hui. En termes de récupération, ils avaient pas des masseurs et des choses comme ça, quoi. Dame75 qui dit Rémi sur son vélo, le carbone, ça change tout. Ça, c'est drôle, ça me fait marrer. Faut avoir la ref. Hein. Faut avoir la ref. Victor Macno qui dit beaucoup de cyclistes étaient issus du monde rural car résistants au mal, aux intempéries. Non, mais absolument. C'était, ça, c'est les histoires magnifiques du sport. Tu prends le rugby, par exemple. Tu as eu cette équipe de rugby qui gagne le championnat de France en 1919, si je dis pas de conneries, et dont les 2 tiers de l'équipe avaient été décimés par la Première Guerre mondiale. Et tu te rendais compte que dans les équipes de rugby à l'époque, tu n'avais que des mineurs, des agriculteurs, des ouvriers, et c'était des types déjà physiquement qui étaient des monstres, en fait, des monstres de force, de puissance, par le travail. Et c'est assez passionnant. J'étais tombé sur un bouquin une fois, sur toutes les finales du top 14, c'est dans la famille de Mme Milleux, j'avais trouvé ça dans la bibliothèque. Le reste, bon, les recettes de cake aux olives, voilà, mais le bouquin des finales du top 14, ça m'avait plu. Et c'était assez extraordinaire, tu avais des histoires folles un peu dont celle-là. Donc voilà un petit peu les amis, sur ces pages sport, ces pages rugby. Voilà, absolument. Mais on va enchaîner avec le premier sujet du jour, les amis, que je voulais traiter avec vous.
Le premier gros sujet, c'est évidemment cet article dans Le Figaro. Je vais vous montrer. Bel article, voilà, hein, qui est l'un des sujets du moment dont on aime bien papoter sur Juste Milieu. L'article du Figaro dans l'édition du 2 juin 2025, page 17, je vous montre la ref. Alcool, drogue, à l'Assemblée, des excès qui inquiètent. Alors vraiment, ils nous ont régalé dans Le Figaro. Ils nous ont régalé avec un article qui dit les choses. Ça, je vous dis en ce moment, arrêtez d'être complotiste, c'est fatigant. Il vous explique tout. Ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h ou 19h à 20h30. J'ai jamais compris cette expression. Midi à 14h. Complètement con, on est au courant. À part pour les gros comme moi, midi, 14h, tu manges, de toute façon, tu t'en fous. Mais j'ai jamais compris le sens. Donc, bref, c'est pas le sujet. Dans cet article, les amis, vous avez vu, je vous ai mis des petits passages en jaune, vous pouvez le retrouver dans Le Figaro, évidemment, si ça vous intéresse. Il y a des choses magnifiques. Mais à ciel ouvert. Et c'est ce qui est plaisant. C'est ce qui est plaisant dans l'article. À ciel ouvert, ils te le disent. Tiens, premier passage que j'ai noté, qui est intéressant, il y en a plein d'autres, évidemment. Un moyen pour les députés qui vont siéger ce soir jusqu'à minuit de se détendre et de passer un bon moment avant de reprendre les débats. Une façon de décompresser pendant une semaine où le rythme est souvent effréné. À votre avis, on parle de quoi? Je vous le donne en mille. Champagne, bière, vin blanc, vin rouge et même verre de whisky ou gin sont servis. Voilà, c'est ça qui est qualifié de moyen de se détendre et de décompresser. Voilà. Alors, on va tout de suite éviter la démagogie facile. Je ne suis pas en train de vous dire que les députés n'ont pas le droit de boire une goutte d'alcool. Par contre, et là dans le chat, je vous pose la question parce que je serais très curieux d'en savoir plus, est-ce que vous connaissez un métier où la consommation d'alcool sur le lieu de travail, notamment, est autorisée, mais en plus considérée comme un moyen de décompresser? Honnêtement, j'en connais pas. Je connais pas de métier où on te dit, voilà, il y a une buvette dans la salle à côté, tu y vas quand tu veux. Et surtout décompresse. Surtout détends-toi. Ah oui. Je connais pas. Alors il y a Victor Macno qui dit œnologue, c'est vrai, et encore, normalement il recrache. Les dégustations de vin, si je dis pas de conneries. C'est les œnologues et les actrices porno qui recrachent. Ah, c'est dégueulasse aussi. Elle est horrible, ça va. Ah, tu l'as entendu? Elle est terrible. Mais ils ont interdit le porno, là, c'est bon. Là. Ah, super, je suis sauvé. Ça va beaucoup mieux déjà. Il y a des gens dans le chat qui sont outrés. Hein. T'es pas tout seul, t'inquiète pas. Donc, je continue pour les passages de cet article pour comprendre le niveau de détente à l'Assemblée. Pendant la réforme des retraites en 2023, hein, vous savez, quand ils ont réfléchi pour vous faire travailler plus, hein, ou à d'autres moments forts de l'activité législative, comme le retour au Palais Bourbon après les législatives anticipées de 2024, il est régulièrement arrivé à cette dernière de prendre une bière à 19h. On parle d'une députée. Hein. Avant d'enchaîner avec plusieurs verres de vin, et ce de manière quotidienne. La députée déclare « Je buvais 5 ou 6 verres tous les jours de la semaine. Je n'y allais pas pour me mettre la tête au carré, mais le fait est que tous les soirs, je me retrouvais dans un environnement où je le faisais. Et je faisais les comptes à la fin de la semaine en me disant « Tu as beaucoup trop bu », détaille-t-elle, avant d'avouer lucide, parce qu'elle est lucide, c'est une forme d'alcoolisme mondain à laquelle nous devons faire très attention. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Rappelez-vous, je vous ai fait un instant grognon là-dessus. Tu as l'alcoolisme du prolo que l'on va caricaturer comme les Deschiens l'avaient fait. Alors, c'est de l'humour, évidemment, c'est pas contre les Deschiens, mais on va caricaturer le prolo ivrogne qui frappe sa femme. Hein, vous avez l'image, ça c'est facile. Lui, on peut lui mettre des spots de prévention dans la gueule. Par contre, des députés alcooliques à ciel ouvert, vraiment de notoriété publique, ça c'est de l'alcoolisme mondain. Je vomis sur tes godasses, mais avec énormément de mondanité. Voilà, c'est ça qui est... C'est pas facile. La différence, c'est pas facile. Tu vois, t'as le prolo bourré qui frappe sa femme, et t'as le député qui frappe sa femme, mais qui est député. Donc, finalement, est-ce qu'elle l'a pas cherché pour d'évidentes raisons de cordon bleu trop cuit? On sait pas. Mais voilà, t'as pas de spot de prévention contre l'alcoolisme ou les violences conjugales à l'Assemblée nationale. Pourtant, ils sont concernés. T'as pas de spot. T'as pas l'émission qui viennent éduquer les gens. Donc c'est pas facile. Hein. Mais t'as vu, ils te le disent, la députée, elle est lucide. C'est une forme d'alcoolisme mondain. C'est très important. Un autre passage. Beaucoup s'autorégulent, donc afin de ne pas sombrer dans l'alcoolisme, comme 3 ou 4 députés très identifiés au Palais Bourbon. Alors, ils sont très identifiés. Je ne sais pas ce qui fait la différence entre un alcoolique identifié et un alcoolique très identifié. On ne sait pas. C'est la taille de l'ardoise, c'est le nombre de galettes dans les poubelles sur le trottoir, on ne sait pas. On ne sait pas, mais eux, ils sont très identifiés, ceci dit.
Donc voilà. L'un d'entre eux ne s'en cache même pas. Journaliste comme député, le croise régulièrement aux alentours de l'Assemblée, une bière à la main dès 11 h du matin, un spritz en milieu d'après-midi en pleine semaine. C'est très triste. Il se met minable tous les jours, soupire un habitué du Palais Bourbon. Ouais, parce que il témoigne, il se balance pas entre collègues. Ah, ça se fait pas. Attends, c'est juste un mec qui arrive, qui est alcoolique, qui nuit à sa santé et qui est censé représenter les gens en étant bourré. Hein, ça se dénonce pas, tu rigoles quoi. Et oh, la fraternité, hein, on est ensemble. Les frères, hein, on est francs. On est francs. Très, très francs. Donc non, c'est très important. Mais ce qui est bien, c'est que là où l'article est chouette, c'est que, tu vois, il y a pas de parti pris. Tu sais, comme je vous disais, un alcoolique dans le peuple, on peut l'humilier, on peut se moquer de lui, on peut le responsabiliser sur ses problèmes. Là, l'article du Figaro est beaucoup plus détendu, hein, tu vois. Je vous montre certains passages que vous voyez que, évidemment, je n'invente pas. Pourtant, la tentation est parfois grande dans un monde politique où les députés sont incités à consommer. C'est là, c'est ça. Ils sont incités. Donc, tu vois, Gérard au bar, bon, il a le nez rouge. C'est vrai que t'éteins la lumière, Gérard, tu le repères parce que c'est le seul qui a le nez qui clignote. Donc, c'est rare, tu vois, c'est rare. Donc, voilà. Bon, ben, Gérard, quand il est au bar, c'est parce que c'est un alcoolique de première. C'est un salaud d'ivrogne. Et il a bien décidé d'aller se marbrer la gueule à partir de 11 h au PMU. Bon, ben, ça, c'est grave. Parce qu'il a le choix de dire non à l'alcool. Hein, vous n'avez pas honte, satané ivrogne qui écoute du Renault à longueur de journée. Bon, ben le député, il est incité à consommer, ce qui n'a rien à voir. Ah non, c'est... Franchement, le journaliste, à mon avis, tu le pousses un peu, il aurait mis légitime défense. Donc, c'est là encore, la différence est fine. Hein. Moi, j'essaie de mettre de la nuance, on est chez Juste Milieu, donc je lis les journaux. Donc, il y a un travail intellectuel déjà qui est poussé. Qui est vraiment poussé. Et puis je suis sobre, ce qui fait une différence avec beaucoup de députés, tu vois. Mais ils sont incités à consommer. Tu vois, dans le témoignage de la députée qui te dit ouais, c'est vrai que je m'envoie 6-7 verres d'alcool par jour, ils te disent elle est lucide. Hein. Avant d'avouer lucide, c'est une forme d'alcoolisme mondain, tu vois. C'est là où les termes sont très importants. Le même article écrit dans une PME de province où les 3/4 des gens votent RN, à mon avis, t'as pas les mots lucide, incité à consommer. Et j'ai pas fini, évidemment. Je continue. Là, c'est le témoignage d'une vice-présidente LFI du Palais Bourbon. D'ailleurs, pour l'anecdote, le nom de l'Assemblée nationale, de l'endroit où se situe l'Assemblée nationale, c'est le Palais Bourbon. Donc, tu vois, hein, c'est pas de bol. C'est quand même pas de bol. Le hasard fait quand même bien les choses. Ça, c'est con. C'est con. Parce que voilà, si tu veux lutter contre l'alcoolisme, tu t'appelles pas les Bourbons. C'est un peu con, quoi. Alors, je continue. Les séances les plus remuantes se déroulent le soir, quand il y a la fatigue et la buvette. Ceux qui ont picolé, on les voit tout de suite, leur niveau sonore n'est pas la même. Confie Nadège Aboumangoli, vice-présidente LFI du Palais Bourbon. Donc ils te le disent. Elle le sait que ses collègues sont bourrés. Ça va. C'est juste, il parle un petit peu plus fort. Mais c'est bien. Alors, moi, je sais pas vous, mais je ne connais aucune entreprise où ça existe. Hein. Vraiment, on se la colle avant, on se la colle après, il n'y a pas de problème. Mais pendant, commencer à dire, écoute, putain, le comptable, il est à 3 grammes à longueur de journée. Là, il vient de sodomiser son stagiaire. Mais quel déconneur! Quel déconneur! C'est extraordinaire. Ça, c'est la réalité de l'Assemblée nationale expliquée par le Figaro. Donc, tu vois, il n'y a même pas besoin de fantasme de dire « Oh, l'alcool circulerait peut-être dans nos instances. » Non seulement ça circule, et ils le savent. Et ils te le disent. Donc, arrêtez de vous fatiguer. C'est chiant. Et j'ai pas fini. Évidemment que j'ai pas fini. Tu vois, tu continues, j'ai un autre passage, concernant les stupéfiants. Parce qu'il y a la drogue et il y a les stupéfiants. Parce que c'est con de s'arrêter en si bon chemin. Hein. L'article nous dit, et pourtant, si elle, donc la consommation de drogue, ne concerne évidemment pas une majorité des députés, la consommation de produits stupéfiants est bel et bien réelle, jure certains. Ils ont un rythme de dingue. Certains députés et attachés parlementaires sniffent dans leur bureau pour tenir physiquement, témoigne une assistante de député sous couvert d'anonymat. Pardon? Sniff dans leur bureau.
D'accord. Pour tenir physiquement. Voilà. Mais tu vois, une fois de plus, je vous montre l'extrait parce que je sais que c'est pas facile, hein. Après, t'as vite fait de dire oui, c'est de la démagogie, salaud de populiste. Donc c'est pour ça, c'est là hein, ce que je vous montre. Ah tiens, ça s'affiche pas en fait sur mon écran. Le curseur. Bon, c'est le passage en dessous là. Vous voyez, il y a écrit un député macroniste en gros. C'est le premier passage en jaune. Une fois de plus, loin de moi la démagogie. Oh, loin de moi, comme chantait le rappeur NASA d'ailleurs, très belle chanson qu'on embrasse. Bon, tu vois, si j'étais populiste, je dirais ouais, les députés, ils scamment en pleine Assemblée nationale, tout le monde le sait, ils font rien. Bon, ben, je suis pas populiste. Et en n'étant pas populiste, j'ai envie de dire ouais, les députés, ils sniffent dans leur bureau, tout le monde le sait, personne ne fait rien. Alors c'est vrai que ça ressemble. C'est vrai que ça ressemble. Mais là, j'ai des preuves. C'est le Figaro. Donc, ils sniffent dans leur bureau. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini. Un autre témoignage toujours de cette assistante de député sous couvert d'anonymat. Je vais dans des soirées où, au bout de 5 minutes, un député peut en proposer. Ces gens-là n'ont pas la notion du bien et du mal. Beaucoup sont très décomplexés sur le sujet. Pardon? C'est-à-dire, donc d'accord, donc des députés qui proposent de la coke dans des soirées. Et tout le monde le sait, parce qu'ils sont décomplexés. Ah bah oui, ah bah oui, oui. Mais pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Enfin, les députés qui réfléchissent sur la réforme des retraites qui va vous faire bosser des années en plus, bon bah ils votent en étant bourrés. Qu'est-ce qui est choquant? Et ceux qui sont pas bourrés, ils prennent de la drogue sur leur bureau à l'Assemblée. Mais oui, mais parce qu'ils sont décomplexés. Ben oui, mais c'est ça. C'est là toute la puissance syntaxique. Tu vois, Daniel Cohn-Bendit est-il un pédocriminel? Non, c'est un amateur des jeunes fleurs. Ça n'a rien à voir. Brigitte Macron a-t-elle détourné Emmanuel Macron? Non, pas du tout. Elle aime les pièces de théâtre pour enfants. Tu vois, ce qu'on peut faire dire aux mots, hein, vraiment. Et Éric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice, qui déclarait « Le mec qui fume son bédo a du sang sur les mains. » Ah bah eux, ils en ont sur le nez. Après, voilà, ça dépend de ta consommation. Et voilà, donc est-ce que ces gens-là vont légiférer pour s'en prendre à des salauds comme Palmade? Pas que dans les élites. Des gens qui causent des accidents en prenant de la drogue. Est-ce que des députés eux-mêmes camés vont légiférer? Bah non. Moi, demain, tu me demandes à voter pour encadrer mon salaire, évidemment que je vais pas baisser, je vais pas voter à la baisse. C'est normal. Bon, bah eux, s'ils sont bourrés et drogués, ils ont aucun intérêt à légiférer là-dessus. Donc voilà cet article du Figaro que je vous invite vraiment à découvrir, les amis, parce que c'est la presse mainstream, c'est officiel. Hein. Donc là, il n'y a pas de oui, c'est du complotisme. Honnêtement, j'aimerais mieux être complotiste. Je préférerais. Parce que l'avantage du complotisme, c'est que tu n'es pas sûr. Donc tu as toujours la marge d'erreur du on va se rassurer parce que c'est pas certain, tu vois. Lionel Jospin est-il la réincarnation de Dalida? Bon, moi, personnellement, j'y crois, mais c'est ma théorie personnelle. Je force personne à y croire. Bon, j'ai la marge d'erreur de me dire, ah, peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que Lionel Jospin, il est naturellement sexy. Bon, et là, le problème, quand c'est dit dans un média mainstream, c'est que t'as pas la marge de doute. T'as pas la possibilité de te raccrocher au pourquoi pas, au ça n'existe pas. C'est que c'est écrit dans les journaux. Et dans les journaux, on nous écrit quoi en France aujourd'hui, en juin 2025? On nous écrit que des députés votent en étant bourrés. Ils assistent aux séances en étant bourrés. Je le redis, c'est pas pour faire de la démagogie et dire l'alcool c'est pas bien. Chacun fait ce qu'il veut avec son foie et c'est pas le sujet, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Donc il n'y a pas de leçon de morale sur l'alcool, c'est pas bien, faites ce que vous voulez. Mais c'est juste de dire que je connais pas beaucoup de métiers où l'alcool est autorisé sur un lieu de travail, que la consommation est connue, au su et au vu de tous, que cette consommation nuit au travail. Parce que la bonne tenue des débats, parce qu'il y a des gens bourrés, ça nuit directement au travail d'un député. C'est logique. Hein, je veux dire, vous travaillez dans, je sais pas, une boîte de comptabilité. Si tu as 2 comptables sur 10 qui sont bourrés et qui montrent leur cul sur la photocopieuse, ça fout une ambiance un peu en... Voilà. Celui qui n'aime pas tout ce qui est sphincter... Bon, au boulot, il en a un petit peu marre. Donc ça n'existe pas dans la vraie vie. Ça ne marche pas. En fait, il n'y a aucune boîte où on te dit la moitié de l'effectif est bourré, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on rigole quand on fait la chenille. Personne ne dit ça. Eh bien, à l'Assemblée, si. Et quand ils sont pas bourrés,
t'as des types qui prennent de la coke dans leur bureau. Et tout le monde le sait. Donc, c'est là où, pour faire un peu de raisonnement, au-delà du commentaire de cet article, les amis, que je voulais absolument vous partager et que je voulais évoquer avec vous, c'est là où on glisse vers le tous pourri. Une fois de plus, ça n'est pas mon idée de tenir un discours de les politiciens sont tous pourris. Ce serait ridicule. Ce serait évidemment ridicule. Mais ce qui permet la naissance de ce genre de discours, c'est que vous avez à l'Assemblée nationale soit des drogués, donc qui sont au courant qu'ils sont drogués, hein, soit des gens autour d'eux qui connaissent ces faits, qui ne les ignorent pas et qui ne disent rien. Et c'est ça qui permet le tous pourri. C'est qu'à un moment donné, c'est de la complicité. Et que pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas un assistant parlementaire, un ancien député ou je ne sais quoi, qui arrive dans les médias, qui dit écoutez, on ne peut pas continuer à enfiler les Français de la sorte. Tu vois, d'en trouver au moins un qui a encore un petit échantillon, non pas d'héroïne, mais de déontologie sur lui, qui déboule à la télé, qui dit écoutez, je suis convaincu, j'ai fait de la politique pour représenter les Français, quel que soit le bord politique, on s'en fout. Je crois en la politique, je crois en la représentation de la nation. Ce que j'ai vu n'est pas possible, je dénonce. Il n'y a pas de lanceur d'alerte. Donc c'est ça qui permet le tous pourri, qui est en soi une erreur. Et le tous pourri, c'est une réduction démagogique ridicule, on est d'accord. Mais quand vous avez cet entre-soi qui se protège tout en allant s'épancher dans les médias, en expliquant aux Français, sous couvert d'anonymat, à quel point ils sont décomplexés en prenant de la coke sur leur bureau et en étant bourrés au moment où ils votent sur des projets de loi majeurs, c'est ça qui fait le tous pourri. Et qu'on vienne expliquer au peuple qu'il se trompe en disant que, partant du principe qu'il y a ceux qui se droguent et ceux qui se taisent, c'est une forme de complicité, donc ça valide le tous pourri. Moi, je veux bien qu'on donne tort à ce raisonnement. Parce que franchement, c'est pas fastoche. Et vous le savez, je défends la lutte contre le tous pourri. Il y a plein de politiciens qui font un super boulot, qui passent peut-être pas à la téloche, mais qui sont des gens de grande qualité, convaincus, qui défendent des idées, qui défendent une région, de ce que vous voulez. Je suis convaincu de ça. Mais là, ça devient franchement compliqué. Ça devient franchement compliqué de faire des grands raisonnements, alors que dans les journaux, on te dit, ces gens-là font ce qui n'existe nulle part ailleurs. Parce qu'en plus, si on continue à tisser un peu le raisonnement, il y a une forme de validation de fonctionnement monarchique. Parce que, je vous le redis, si quelqu'un dans le chat et en commentaire arrive à me trouver un métier où on peut se droguer et arriver ivre à son travail, voire consommer de l'alcool et de la drogue sur son lieu de travail, et que tout ça soit autorisé, ou en tout cas pas interdit, et qu'on ne soit pas sanctionné, trouvez-moi un seul travail, un seul métier où ça existe. Sincèrement, moi je me range des kilos de marijuana dans l'anus, mais j'attends d'être chez moi, il y a des façons de faire. Non, je déconne. Non, pas des kilos. Des centaines de grammes, évidemment. Donc voilà, Kraken Dragon qui dit les traders. Peut-être, c'est peut-être, effectivement. Non, mais oui, c'est vrai qu'il y a des exemples. 20K91 qui dit DJ, c'est vrai. Il y a des milieux, notamment artistiques, où, effectivement, ça invalide à la limite mon raisonnement. Mais ils sont pas payés pour ça. Là, c'est à se demander, parce qu'on rappelle quand même l'affaire Andy Carbrat, l'argent qu'il a utilisé pour acheter de la drogue à un dealer mineur sur un quai de métro à Paris. Déjà, cette phrase, à chaque fois, tu vois, je finis comme ça. Je suis Jeanne Moreau, tu vois. Ça venait de sa réserve parlementaire. Cet argent, c'est de l'argent naturellement public, parce qu'il est payé par l'État, et qui vient de cette réserve parlementaire, sauf erreur. Ça, je mets ces propos sous validation, parce que je ne suis pas sûr. Chaque député a droit à 200 € par mois de dépenses qu'il n'a pas approuvées. C'est-à-dire, il n'a pas à faire de ticket de caisse, il n'a pas à fournir de preuves de paiement pour justifier de sa dépense. Et il me semble que Andy Carbrat, enfin non, ça c'est certain, Andy Carbrat avait utilisé sa réserve parlementaire pour acheter sa drogue et qu'il n'avait pas complètement remboursé la somme il y a environ un mois, information du journal du dimanche. Bon, mais je ne sais pas si on se rend compte sur de l'argent public, il y a une somme où ils n'ont même pas approuvé leurs dépenses. Et le mec a acheté de la drogue avec ça. Donc, non seulement il y a ce qu'on dénonce là sur le côté au sein de nos instances politiques, il y a ce type de comportement qui n'est absolument pas dénoncé, voire qui est protégé et couvert. Et en plus, ils te le font avec l'argent des Français. Ostensiblement. Je ne sais pas si on se rend compte, sur juste milieu. Là, je vais aller à Clermont-Ferrand.
J'ai une carte d'entreprise, vous connaissez, vous êtes beaucoup à connaître ça. Si je vais manger dans un restaurant, je garde le ticket de caisse parce que mon comptable, il va me dire, bah, il est où le ticket de caisse? Si tu as dépensé que tu n'as pas la preuve, je suis désolé, mais on va pas te rembourser. Il y en a plein d'entre vous qui connaissent ça, c'est normal. Et puis d'ailleurs, même dans la gestion d'un foyer, tu vois, si tu as 150 € de dépenses sur une carte bleue, t'aimes bien ça, avoir la facture ou avoir quelque chose pour savoir d'où ça sort, tu vois. Et ben à l'Assemblée nationale, non. T'as 200 balles, YOLO. Tu fais ce que tu veux. Et si tu ne te fais pas attraper, tu peux aller emmancher une prostituée à Belleville. Vive la France. C'est pour Marianne, tu vois. Donc non, c'est affaire extraordinaire. Je voulais vous parler de cet article, les amis, que je trouve aussi honnête que scandaleux. Voilà, c'est ça qui est un peu foufou. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, les amis. Je prends vos commentaires. Éclaquin, ce qui dit testeur de nouvelles drogues de synthèse. Certes, c'est pas un métier officiel, mais ça doit bien exister. Après tout, il y a bien un cartel qui a ouvert un labo en France. Putain, c'est vrai que j'avais vu passer ça dans le sud de la France, non? Vers Toulon ou Marseille, je sais plus. Donc, non, c'est vraiment un article de fou. DM Pascal qui nous dit nous devons même inscrire le nom du client avec qui nous mangeons. Ah ben voilà, tu vois, absolument. Je pense pour les VRP, par exemple, les commerciaux et compagnie, effectivement, si tu manges avec un client, tu dois mettre le nom, la somme, le ticket, la facture. Et à la limite, c'est normal, c'est pas du flicage, c'est carré, tu vois. Et ben en politique, dites-vous que non. En politique, non, ils ont une réserve où ils n'ont pas approuvé. C'est complètement fou. Hervéro qui dit, je la remets, Rémi. En fait, Amélie de Montchalin n'a pas mangé sa crotte de nez, elle a évité le gaspillage de coke, j'ai compris. C'est pas impossible. C'est vrai qu'il y a eu cette séquence de taré. J'ai pas rebondi immédiatement dessus parce que... Enfin, je sais plus quoi dire à force. Ça, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux, tiens, je vous la remontre. Amélie de Montchalin, ministre, apparemment un petit creux, et ça doit être vegan, on imagine. Voilà. Hein. Allez hop, et voilà. Une entrecôte de morve pour la 12, on est pas mal. Mais pourquoi pas? Non, mais pourquoi tu juges, en fait? Le jour où vous serez ministre, vous aurez le droit de faire des leçons. Vous n'êtes pas ministre, donc si elle veut manger ses crottes de nez, c'est une crotte de nez ministérielle. Donc vous lui devez une forme de déférence. Ah oui, eh oui, je suis désolé, c'est comme ça. D'ailleurs, excusez-moi. Je prends la parole. Je prends la parole parce que ce que je viens de voir est scandaleux. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis comme je le pense. Ce que je viens de voir est scandaleux. Ces réactions de Français, dizaines de Français, milliers de Français, qui ont vu dans le comportement d'Amélie de Montchalin, que je salue et que j'embrasse. Amélie de Montchalin qui, oui, alors certes, met son doigt dans son nez. Hein, qui, certes, consomme cette accumulation de mucus qu'elle s'enfourne dans le bec, c'est pas le sujet. Quel message elle envoie à tous ces Français ignares, réactionnaires, pro-russes, de toute évidence, hein. Amélie de Montchalin envoie une leçon de maîtrise des dépenses et des ressources. Eh oui, ce qu'a fait Amélie de Montchalin, elle est bien consciente que c'est peu ragoûtant, hein, évidemment. Hein, pourquoi pas masser le testicule de Gérard Larcher? Voilà, elle est bien consciente que c'est dégueulasse. Pas de ça entre nous, d'accord? Mais le message qu'elle envoie, c'est d'abord un message d'engagement. Oui, elle s'engage. Oui. Eh oui, eh oui. Un tartare d'excréments pour sauver nos forêts. C'est ça qu'elle dit, Amélie de Montchalin. Alors, si tous les Français en faisaient autant, on n'en serait peut-être pas là. Hein, si tous les Français qui, oui, j'aimerais manger de la nourriture non périmée. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Pourquoi pas de l'eau potable? Demain, vous mangerez ce qu'on vous donnera à manger, qui des insectes, qui du carton, qui des cadavres hein, fraîchement euthanasiés. Voilà. Hein, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, tiens, je suis rentré dans ce personnage. Mais je trouve qu'il avait quelque chose à dire. Il avait quelque chose à dire parce qu'il serait capable de nous dire ça. C'est peut-être ça le pire. C'est peut-être ça le pire. Il serait capable de nous expliquer que non, c'est pas une grosse dégueulasse, c'est une écolo. Et pourquoi pas hein. Après tout, si Affida Turner c'est de la chanson, Amélie Montchalin c'est de la gastronomie. Hein. Moi, je sais plus. Moi, je suis pas là pour compliquer les choses. Regarde, un éléphant enfermé dans un magasin en Thaïlande. Qui aurait pu le deviner? C'était hier. Bon ben voilà, Roselyne Bachelot fait son shopping. Tiens, on va regarder la séquence en entier. Je trouve ça important. Pourquoi j'ai plus de son? Tiens. Ah, merde. La tuile. Vous avez du son, vous? À Houston à la base. Attends, j'ai peut-être pas sélectionné la bonne source. Ah ouais, c'est pour ça. Allez, on va se le remettre parce que j'ai pas écouté ce qu'ils ont dit BFM TV sur l'éléphant.
Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Journée shopping. Journée shopping de Roselyne, qu'on embrasse évidemment. Steph C qui nous dit dans le chat, non mais arrêtez, c'est à cause de l'inflation et du salaire pas assez élevé des députés. Il y a quelques années, il y en a un qui a dit qu'ils finissaient leur mois en mangeant des pâtes. L'inflation étant passée par là, maintenant ils doivent commencer leur mois avec des pâtes et les finir avec des crottes de nez, les pauvres. Mais c'est absolument ça. Moi je suis d'accord. Je le pense profondément. J'ai fait un petit jeu d'acteur, parce que voilà, mais je le pense profondément que en fait, ils sont beaucoup plus à plaindre que ce qu'on croit, hein. Tu vois, on a envie de dire, ouais, mais ils ont des chauffeurs de fonction. Non, 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 covoiturage. Et voilà, belle leçon, hein, les prolos qui roulaient tout seuls dans votre Twingo, là, à 3 pneus. Ah ben voilà, donc voilà. Van plutôt moyenne de Victor Macno dans le chat qui dit, il cherche le thé éléphant. Ouais, bon. Surtout que c'est, attends, il y a du thé éléphant, c'est pas le chocolat Côte d'Or où il y a un éléphant? C'est pas une marguerite. Ah ouais, si t'as... Ah mais si, je suis con, t'as raison, ouais. Éléphant. Thé éléphant. Ouais. Oh, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Sol et Donna, ça ressemble à un rassemblement du PSG un samedi soir après une victoire. Il y a un peu de ça, ouais, il y a un petit peu de ça. Donc voilà, non, c'est complètement fou cet article du Figaro pour revenir là-dessus, les amis. Complètement dingo, mais ça bricole, ça bricole. Tu vois, sur Twitter, j'ai des trucs intéressants. J'ai envie de parler de tout et n'importe quoi, surtout de n'importe quoi au rythme où vont les choses. Un préservatif datant des années 1830 a été exposé dans un musée à Amsterdam. Regarde. Je sais pas comment ils foutent ça, mais c'est extraordinaire. Ouais, c'est France Info qui a fait l'info au départ. Tu vois, au Rijksmuseum d'Amsterdam. Il a 200 ans, le préservatif. C'est dingue, hein. Non, mais on en apprend des choses dans le Juste Bistrot aussi, hein. Ouais, c'est fou, hein. Fabriqué à partir d'intestins de mouton et finement gravé d'une illustration assez osée. Bon, alors assez osée du XVIIIe siècle, hein. Regarde. C'est pas... voilà. Ouais, si, c'est assez osé quand même. Il y a de la belle burnasse, comme on dit. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Ça a changé l'industrie des préservatifs. Intestin de mouton. Maintenant, tu fais des merguez dans les intestins de mouton. Enfin, tu fais dans les boyaux de mouton, très exactement, tu fais les merguez. Voilà, j'ai lu des recettes. Et bah, dites-vous qu'à l'époque, ils faisaient l'amour avec ça. Voilà. Donc, si ta gonzesse avec une tête de merguez, c'était bien. T'étais dans le thème, mais c'est vrai que c'est fou, hein. Ouais, alors, blague à part, j'apprends un truc, hein. Je savais pas que c'était un intestin de mouton, de bordel. Bah, après, chacun était doté comme il pouvait. Peut-être qu'il y en a, c'était un intestin de cafard, puis c'est pas grave. Tu bricoles, tu fais avec. Puis d'autres, c'était un intestin de mammouth, peut-être. Voilà, faut que là, tu es sur de la belle portion. Là. Normalement, tu es sur quelque chose qui peut bombarder Londres en 39, hein. Donc, un intestin de mouton, ça a l'air d'être le standard. C'est le Durex du 19e siècle. On en apprend des trucs. J'ignorais, franchement, j'ignorais. Et c'est sympa. Si vous avez des choses comme ça, n'hésitez pas. Les fun facts, hein, c'est ça, c'est les faits rigolos, finalement. J'ai envie d'injecter des nouvelles séquences dans cette émission. Je vous l'ai dit, j'ai envie de nouveau en ce moment. J'ai envie d'air pur, j'ai envie de merguez, j'ai envie de bière fraîche, j'ai envie d'être de gauche, tu vois. J'ai envie d'être de gauche, j'ai envie de fumer des roulés, j'ai envie d'écouter du 3 cafés gourmands. Ah, j'en ai marre des histoires de Macron, c'est un escroc. On l'a trop dit, tu vois. J'ai envie d'écouter du Manu Chao maintenant, à Barcelone, en mangeant des tapas. Donc voilà. Orlov 1389 qui dit le haggis, c'est de l'intestin de brebis aussi, non? Spécialité favorite de Gérard Depardieu. C'est vrai que dans l'émission qui est chouette, là, avec son pote Cuisto, là, c'est Arte qui avait fait ça. C'est de la panse de brebis farcie, le haggis. Parce que la panse, c'est un peu plus large, c'est un peu plus souple, et ça permet de gonfler. Et ils te cuisent le haggis à l'intérieur. Et comme tu as une recette de poulet, un hôtel célèbre à Paris, je sais plus lequel c'est, qui te cuit le poulet rôti à l'intérieur d'une... pareil, je me demande si c'est pas aussi une panse de brebis. On va regarder, tiens, j'ai envie de parler cuisine, j'ai envie de vivre en ce moment. Je vous dis, on va parler de choses dont on n'a jamais parlé dans le Juste Bistrot. Attends, recette poulet, cuisson, ou alors c'est dans une vessie, je sais plus. Ouais, c'est ça, regarde. Bon, après, c'est une recette de la gastronomie française, hein. Tu la trouves dans différents restos, mais regarde, ça ressemble à ça au départ. Ouais, je crois que ouais, regarde, c'est beau comme tout. C'est technique, hein. Regarde. C'est très technique. Tu vois? C'est dans une vessie, ouais, c'est ça. C'est une volaille qui est cuite dans une vessie. C'est vrai qu'on dirait la tête de Kylian Mbappé un petit peu. Mais une spécialité de Bocuse, de Paul Bocuse, me dit Victor Macno dans le chat. Merci à mon Laurent Watteau qui vient de 35e mois, merci beaucoup.
Voilà, et après tu la crèves. Tu vois. Hop, comme la Macronie. Au départ, t'as une belle bulle, tout le monde se dit putain, c'est stylé. Hop, un coup de lame, terminé. Il n'y a plus rien. Et après, c'est cuit. Bon. Ça m'emballe pas. J'ai déjà vu des vidéos là-dessus. La couleur de la viande ne me fait pas rêver. Ça, je sais pas si c'est bien cuit. Bah après, c'est pas le BQ. C'est pas non plus Ronald McDonald. Mais... tu vois? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et le truc en Écosse, c'est Depardieu, il y a une vidéo. C'est génial. Ça, les amis, je vous conseille. C'est vrai. Le nom de la vidéo est extraordinaire. Gérard Depardieu s'en bat les couilles. 258 000 vues, c'est génial. On va regarder ça d'ailleurs. Mais je vous donne le contexte. Si vous savez pas quoi regarder ce soir à la téloche, regardez ça. C'est super. C'est une série de reportages sur Arte. Mais ça date, ça doit avoir 5-10 ans maintenant. Ça s'appelle À pleines dents. Le nom du reportage s'appelle À pleines dents. Et c'est Depardieu qui part avec un collègue à lui qui est chef cuistot. Je sais plus comment il s'appelle, alors, qui m'excuse, hein, évidemment. On l'embrasse, bien sûr. Il part avec un collègue à lui et ils font plusieurs coins. Ils font la Catalogne, l'Écosse. Je crois qu'ils vont au Maroc, si je dis pas de bêtises. Ils vont en région parisienne et ils goûtent plein de spécialités et tout. Et c'est avec Depardieu, c'est génial. Mais le type, c'est Obélix. Et les paysages sont magnifiques. On apprend plein de choses. Tu découvres la gastronomie de plein de coins. Regardez ce reportage, ça s'appelle À pleines dents. C'est des petits épisodes de 25 minutes. Donc, tu as 2 saisons. Tu dois avoir 10-12 épisodes. Tu te régales. Et petit extrait, petit maelstrom de Depardieu dans la série. Il est magnifique. C'est Obélix, le bordel. J'ai échappé au diabète parce que je suis soigné par les Russes. Yermat. C'est votre premier haggis. Ce sont des abats de mouton. Très bon, ça. Ça, c'est des méduses. Et ça se bouffe. Ça doit être bon à manger à phoque. Si on avait découpé une vache. Au hachoir. Bah ça, j'ai qu'une envie, c'est d'en manger une, moi. C'est sûr que t'as soif aussi. Aussi, les deux. Le whisky est 100% écossais. Et c'est nous qui l'écrivons correctement, avec un Y à la fin. Slantje, santé. C'est du 43 degrés. Il est bien fort. Good food. De la bonne cuisine Good et de la bonne humeur. crack, as they say. Les joies du paradis. Et quand on a la chance. C'est lequel que tu vas passer, qui va passer à la casserole? Oh, tu vas te régaler, là. Si les hosties étaient comme ça. Et vous levez votre cul parfois? Non. Ça sent bon. Oh, c'est bien. Oh, je pissote. Tu pêches à quoi? Ah, les fusettes. C'est un cibiron énorme que t'as pris. Voilà. Il prend des provisions, il a pas mangé depuis quoi, 1 heure? La meilleure façon de goûter le produit, c'est de le faire le plus simplement du monde. Ah, c'est bon, là. Il faut être humble. Je le dirai plus. Voilà. Humble. Ah, c'est génial. Franchement, elle est géniale, cette série, les amis. Je vous invite à regarder ça si vous avez l'occasion. Tu voyages, tu te régales, c'est drôle, t'apprends des trucs. Et par contre, qu'est-ce que ça donne faim, mon Dieu. Il y a des trucs extraordinaires. Quand ils vont au Pays Basque, c'est terrible. Terrible. Il y a Brigitte 351 dans le chat qui dit, dans la région d'origine de mes parents au Portugal, il y a le Maranhão. J'imagine que ça se dit Maranhão. J'ai des racines portugaises. Parce que déjà je suis gaulé comme une bétonnière, donc déjà on est dedans. Et je rêve d'aller au Portugal. Le Maranhão, c'est de la viande de chèvre ou de mouton cuit dans la panse de celle-ci. Ah putain, je connais pas. Mais du coup, c'est quoi? C'est un peu en viande hachée, du coup. Ça fait un peu comme le haggis, finalement. Dis-moi un petit peu, Brigitte 351. Je connais pas. Maranhão. Voilà, pastel de nata. Ouais, ça c'est bon, ça aussi. Ça, c'est bon. C'est vos sandwichs au portugais, là. Les sandwichs, je suis pas sûr du coup. Comment ça s'appelle? Vous faites des sandwichs à la viande, là. Je suis pas sûr de ça. J'ai jamais goûté, mais j'ai pas trop envie d'adhérer à votre projet. Comment ça s'appelle, cette histoire? Personne ne va m'aider dans le chat. Hein. C'est fou. Hein. Merde, attends. Si je tape sandwich portugais, on va pas y arriver. Sandwich portugais. Si, voilà, bifana. Vous êtes pas fait chier, quand même. Hein. Bifana, c'est ça. Regarde. Alors, je sais pas, il y a Francesinha. Francesinha, c'est ça. Une sorte de croque-monsieur avec des saucisses. Il
J'ai pas compris. J'ai pas compris le concept de ça. Si on a des Portugais ou des gens d'origine portugaise qui nous regardent, on veut bien des explications. Et après, il y a plein de trucs. Bifana, voilà, c'est ça. Un sandwich typiquement portugais et du porc. Ça a pas l'air foufou. Si le pain est pas dingue, mais à goûter, hein, à goûter. Hein. Ça peut me parler. Ça peut me parler. Je suis pas non plus complètement opposé à la dynamique de ce sandwich. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. Personne ne réagit dans le chat. Vous êtes sous le choc de ce qu'on vient de voir, j'ai l'impression. C'est vrai que le sandwich, il a quand même une vieille tête. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Donc, les amis, on va enchaîner. On va enchaîner avec le gros sujet du jour. Là, la transition, elle est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Tu passes de sandwich portugais, gastronomie à Bataclan. Donc là, voilà, je vous mets un petit temps de latence pour se mouiller quand même un peu la nuque avant, parce que c'est pas forcément fastoche, mais on va y arriver. On va y arriver, on peut le faire, on est ensemble. Bon, alors Je voulais revenir sur le Bataclan aujourd'hui. Ouais, c'est pas facile, mais on va revenir sur ces attentats de novembre 2015 parce que évidemment le respect des victimes, le respect des familles de victimes fait que il faut respecter le temps du deuil et sur ces événements d'une gravité sans nom, on a envie de tourner la page le plus vite possible pour arrêter de regarder les choses en face, mais parfois, et comme tous ces drames, il faut essayer de garder un œil sur l'évolution de certains dossiers, sur certaines révélations qui ont été passées à l'ombre et qui, près de 10 ans après, malgré la tenue des procès des attentats de novembre, nous n'avons toujours pas eu de réponse à certaines questions. Donc c'est tout le sujet de cette séquence, les amis. Je voulais revenir avec vous sur ces mystères du Bataclan, mystères non résolus. C'est dans le sens d'une vidéo, d'ailleurs, d'une autre vidéo qu'on avait faite sur Juste Milieu sur l'attentat d'Annecy. Et pareil, cette vidéo est toujours valable. Tout ce qu'on a mis en avant dans cette vidéo n'a toujours pas trouvé de réponse, c'est-à-dire les zones d'ombre des attentats d'Annecy, on n'en sait toujours rien. Le terroriste responsable de cet attentat, on n'a aucune nouvelle. On ne sait même pas s'il sera jugé un jour. Ça devait être en 2025, on n'a aucune nouvelle. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de maintenir de l'intérêt sur ces affaires-là, parce qu'il y a des zones d'ombre qui devraient, à mon avis en tout cas, trouver une réponse. Donc ça fait partie d'une enquête plus large qu'on a menée, que je vous présenterai à l'issue de ce passage de cet extrait, les amis, parce que comme d'habitude sur ces sujets sensibles, vous doutez bien que je marche un petit peu sur des œufs et que parfois, il faut trouver un moyen un petit peu détourné d'évoquer tout ça. Il y a un lien que je vais vous donner dans le chat, que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. On republie cet extrait sur YouTube, évidemment, où vous pourrez avoir l'enquête entière, où je vous dévoilerai un peu tous les éléments sur lesquels je vais devoir passer un petit peu vite dans cet extrait pour éviter les évidentes raisons de censure. Alors, le shadowban sur YouTube, on s'en est fait une raison. Nos vidéos ne sont pas mises en avant, mais c'est pas plus mal parce qu'il n'y a que les vrais motivés qui les retrouvent. Alors, sur ces mystères du Bataclan, donc tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez la guinguette, est tiré de sources sérieuses, tout est documenté, parce que, encore plus sur ces sujets-là, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à la légèreté, évidemment. J'ai 2 documents au centre de ce travail d'enquête sur lesquels je vais revenir, je vais vous en parler, je vais vous les présenter rapidement. Je reviens plus longuement dans l'enquête qui est disponible dans le lien en description de cette vidéo. 2 documents qui sont au centre en fait de ces révélations non abouties, si j'ose dire. Ces révélations qui restent à faire. C'est un livre d'octobre 2016 et un documentaire sorti en 2021, très exactement. L'une des premières zones d'ombre qui encore aujourd'hui suscite de nombreuses interrogations, ce sont les failles du renseignement français. Pour le coup, beaucoup d'articles ont parlé de ça, de ce système défaillant du renseignement français et pas seulement, parce que avant le 13 novembre 2015, on sait désormais, preuve à l'appui, il y a une commission d'enquête, je vous montrerai d'ailleurs, il y a un rapport parlementaire publié en 2016, je vous le montrerai juste après. On sait que les services de renseignement français et européens avaient accumulé des informations sur des menaces imminentes, certaines qui avaient été localisées au Bataclan justement, et pourtant l'exploitation de toutes ces données avait été entravée par des dysfonctionnements structurels dont certains sont inimaginables. Je vais vous montrer l'extrait d'un journaliste qui a enquêté là-dessus, c'est hallucinant, c'est complètement dingue. On sait que plusieurs terroristes, dont Salah Abdeslam et Abdelhamid Abaoud, fichés S, avaient des liens avec des réseaux djihadistes, liens prouvés évidemment, ont pu voyager pendant plusieurs temps librement entre la Belgique, la France et la Syrie, en toute tranquillité. Il y a ce fameux rapport parlementaire de 2016 qui a été piloté par Georges Fenech,
qui était rapporteur. Donc c'est ce rapport-là, les amis. Tac. Rapport numéro 3922, pardon. Publié au début de l'année 2000. Enfin, non, oui, non, c'est encore un autre. Pardon. C'est un rapport précédent, un rapport avant les attentats, donc qui. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Je m'en mets les pinceaux, pardon. Ça, c'est un rapport enregistré le 5 juillet 2016, que je vous disais, intitulé donc rapport d'enquête relatif aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Donc ça revient sur la période juste avant les attentats. Et on apprend dans ce rapport, qui est très long, mais que je vous invite évidemment à lire, on apprend des choses assez éclairantes sur des failles structurelles gravissimes, qu'on peine à imaginer quand on se dit que on est bien gardé, que tout va bien. On parle de manque de communication entre les services intérieurs de la France, de la Belgique, des pays directement concernés. On parle de menaces identifiées. Et tout ça n'a pas empêché les événements que l'on connaît. Je vais vous parler maintenant de Soren Silo, dans la même veine, hein, sur ces failles du renseignement français. Soren Silo, qui est journaliste au Monde, qui a signé une BD vraiment très chouette, qui s'appelle La Cellule, que je vous invite à lire, qui revient sur les attentats du Bataclan. Donc c'est pas fastoche à lire. Mais dans cette BD, on a des révélations très intéressantes, très importantes, pour nous permettre de mieux comprendre l'ampleur de ces failles. Je vais vous montrer. Tac, 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 tac. Attendez, forcément, je me suis trompé de vidéo. Je vais vous montrer ça. Pam, 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 pam. Voilà, c'est celle-là. Une vidéo que Soren Silo a faite où il revient sur les failles qui sont explicitées dans sa BD à partir de 6 minutes 22. Regardez, j'ai noté le timecode. Écoutez ce que ce journaliste nous dit pour creuser cette question des failles qui ont pu exister. Donc les attentats du 13 novembre ont été rendus possibles par plusieurs facteurs. Il y a d'abord la crise migratoire majeure qui s'est déroulée à l'été 2015 au port de l'Europe. Mais il y a évidemment d'autres failles plus spécifiquement policières, et notamment en Belgique, puisque cette cellule est en grande partie composée de ressortissants belges et elle s'est organisée à Bruxelles. Donc évidemment, les failles côté belge sont intéressantes. Et on se rend compte qu'en fait, les services de police belges avaient identifié Salah Abdeslam, donc qui est le seul survivant des commandos du 13 novembre et qui sera jugé au procès du 13 novembre. Son frère Brahim Abdeslam, qui va se faire exploser à Paris, au comptoir Voltaire, et à Baoud, évidemment. Et donc, malgré le fait que ces terroristes aient été identifiés comme faisant potentiellement partie d'une cellule terroriste, très peu d'enquêtes ont été menées les concernant pour des raisons de manque de moyens, essentiellement. C'est-à-dire que les services antiterroristes belges ne sont pas dimensionnés pour faire face à une menace d'une telle ampleur. Le projet d'attentat du 13 novembre, c'est un projet d'attentat massif, extrêmement complexe. Il manquait d'effectifs et de moyens, sans doute, pour mener certaines enquêtes. Et donc, les deux dossiers Abdeslam, donc Salah et son frère Brahim, vont être classés dans ce qu'on appelle les dossiers rouges, c'est-à-dire c'est des dossiers qui sont jugés importants par les services antiterroristes, mais que ces services n'ont pas les moyens d'enquêter, faute de moyens. L'accumulation... Voilà, je ne sais pas si cet élément-là, en fait, qui symboliquement se suffit à lui-même, je ne sais pas si on prend la mesure de la gravité de ce que ce journaliste révèle, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui politiquement des choix économiques qui sont faits, et qui ont des conséquences sur la capacité de nos forces de l'ordre à mener des enquêtes sur des terroristes. Des terroristes avérés, dont les liens avec des groupes djihadistes sont clairs. C'est tout le but d'ailleurs de l'enquête. Comment mettre hors d'état de nuire ces gens-là? On ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, quand on parle de choix politiques, d'économie et compagnie, c'est l'une des répercussions. On parle beaucoup, et en ce moment on a parlé des répercussions des choix budgétaires sur la santé, on en a parlé, c'est l'une des répercussions également. C'est-à-dire, nos forces de l'ordre ne peuvent pas faire des enquêtes en bonne et due forme. Donc, quand on parle de failles judiciaires, de failles au niveau des services de sécurité, ce serait trop facile de dire c'est à cause des flics, c'est des branleurs et ils font rien. Il faut se rendre compte que tout ça dépend de choix politiques. Et que vous avez aujourd'hui des politiciens qui, pour faire des économies, sont prêts à ce genre de conséquences. Donc c'est là que d'emblée, les attentats de novembre 2015 sont remis dans un contexte. Je ne suis pas en train de vous dire que dans un pays où on aurait mis plus de pognon là-dessus, il n'y aurait pas eu ces attentats. Il ne faut pas déconner non plus. Mais il faut être conscient de ce que chacun a à assumer. Des politiciens qui étaient aux manettes, qui ont contribué à ce genre de conséquences et qui aujourd'hui continuent à parader, c'est quand même costaud, c'est quand même solide. Il faut savoir, il faut noter tout ça.
Alors, si on continue dans les autres zones d'ombre, il y a ces alertes spécifiques qui existaient sur le Bataclan lui-même. C'est un article de France 24, assez complet d'ailleurs, qui est sorti le 16 novembre 2015 très exactement. C'est cet article-là, où on peut lire certaines choses. On peut lire des éléments assez intéressants et j'y reviendrai là-dessus sur ce côté-là, sur les menaces qui avaient pesé sur le Bataclan avant 2015. Je vous lis, il y a 3 paragraphes intéressants. Le Bataclan a fait depuis 2007 l'objet de menaces récurrentes en raison du supposé sionisme de son ex-propriétaire, Joël Twitou. En 2008, des groupes de militants pro-palestiniens ont dénoncé la tenue annuelle dans la salle d'un gala organisé par l'association sioniste Migdal en l'honneur du Magav, la police aux frontières israéliennes. Le 20 décembre, un groupe d'hommes, visage camouflé par un kéfier, se sont rendus devant l'établissement pour demander l'annulation du gala sous menace de représailles. C'est un message qui s'adresse au directeur du Bataclan et au Migdal, cette organisation pro-israélienne raciste et islamophobe. Vous allez payer la conséquence de vos actes. Dans les quartiers, ça bouge et ça chauffe. La prochaine fois, on ne viendra pas pour parler, avertissait-il dans une vidéo. Le gala avait finalement été annulé. En 2011, la Direction générale de la sécurité intérieure DCRI apprend par ailleurs que le groupe salafiste syrien Jaïch al-Islam, soupçonné d'être derrière l'attentat qui a coûté la vie à une étudiante française au Caire en février 2011, fomentait un projet d'attentat contre le Bataclan, motif que ses propriétaires sont juifs. Donc, ces éléments-là, les amis, sont clairs, sont renseignés. J'y reviendrai. Il y a un bouquin qui a mené l'enquête là-dessus. Il y avait des alertes qui auraient dû être largement prises au sérieux sur le Bataclan, qui était une cible. Donc ça fait partie de ces zones d'ombre où encore aujourd'hui, personne n'a été tenu responsable pour les manquements économiques, enfin pour les décisions économiques qui ont entraîné l'incapacité du côté de la police belge, mais on le suppose aussi du côté de la police française, de mener des enquêtes qui n'auraient peut-être pas pu permettre d'éviter l'attentat, mais qui permettraient aux Français d'être en sécurité. Aujourd'hui, vous avez des choix économiques qui sont faits par rapport à ça. En plus, vous avez ces menaces qui ne semblent pas avoir été vraiment prises en compte. On en a déjà parlé concernant notamment les moyens de défense qui existaient autour du Bataclan à ce moment-là. Donc, on a des zones floues là-dessus. On a également des zones floues, deuxième pilier de ce que je voulais vous dire, des zones floues autour des commanditaires. Les commanditaires réels de l'attentat. Parce qu'on a beaucoup parlé du fameux commando, tristement célèbre commando, notamment Abdelhamid Abaoud, officiellement désigné comme cerveau de cette affaire-là. Mais sur toute la question logistique et sur la question des commanditaires, il y a encore d'énormes zones d'ombre. On rappelle que l'enquête officielle a attribué l'organisation des attentats à l'État islamique, avec ce fameux Abaoud comme coordinateur sur le terrain. Sauf que des investigations ultérieures ont démontré que il y avait des vrais responsables, donc on parle des commanditaires, qui étaient potentiellement basés du côté du Moyen-Orient. On a eu un rapport confidentiel de la DGSE qui a été partiellement déclassifié en 2018 et qui évoquait des transferts financiers suspects en provenance de Turquie et d'Arabie Saoudite sans que les destinataires finaux soient clairement identifiés. Donc toutes ces zones d'ombre, on en a déjà parlé, plusieurs médias en ont parlé, je vous invite à rechercher tout ce que je vous dis, ne pas me croire sur parole, chercher des éléments et vous allez voir, vous allez trouver encore d'autres choses en tirant un peu la ficelle. Mais tous ces éléments-là font que ces zones d'ombre n'ont pas été réglées. On peut également parler des écoutes téléphoniques révélées lors du procès de 2022, du grand procès de 2022, qui mentionnent des contacts entre Abaoud et des individus non identifiés en Syrie, suggérant une chaîne de commandement bien plus complexe que ce qu'on nous a dit. Alors là, on rentrerait dans la supposition pure, mais si on va chercher du côté de la Syrie, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve formelle qui nous dirait que le nouveau président de la Syrie, Al-Shara, n'ait pas été en lien avec des groupes terroristes qui eux-mêmes étaient en contact concernant l'organisation des attentats du Bataclan. Aujourd'hui, rien ne le démontre. En tout cas, dans les recherches que j'ai pu faire, je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé ces éléments-là. Ensuite, on a aussi sur le troisième pilier des zones d'ombre qui existent, c'est au niveau des témoignages discordants des survivants, pour qui on a évidemment une pensée émue, bien sûr. Et on a quelques témoignages qui, au début, ont été évoqués dans les médias et qui ont été gentiment mis à l'ombre. Des témoignages de survivants et de témoins oculaires, recueillis lors du fameux procès de 2022 notamment, ou dans les médias, qui révèlent des incohérences dans le déroulé des événements. C'est-à-dire, on parle de plusieurs survivants qui ont rapporté des divergences sur l'heure exacte de l'arrivée des forces de l'ordre. Ça, par exemple, c'est un détail fondamental. Même dans le rapport de la commission d'enquête, on sent qu'il y a des éléments qui n'ont pas été mis à la bonne place. On parle d'une intervention de la BRI bien après 22h, alors que l'attaque débute à 21h40. Donc plusieurs survivants ont mis en avant ça, et notamment dans les procès, en disant attention, c'est pas certain ce que vous dites, c'est pas certain. On a eu également
des individus suspects qui ont été observés autour du Bataclan avant l'attentat. Ça, c'est une séquence de BFM TV qu'ils avaient diffusée en 2015, le 23 novembre 2015, et c'est une séquence qui a été peu reprise. Elle les a pas contrôlés. Voilà. Donc, ça, la recommandation du sketch de Artus au djihad juste derrière, merci YouTube. Donc voilà, ce témoignage très intéressant a peu été relayé alors qu'on parle de repérage, et cet élément-là a été plutôt mis à l'ombre, pas caché non plus, faut pas déconner, mais plutôt mis à l'ombre. Donc on est sur les 3 piliers où se situent les principales zones d'ombre que l'on peut retrouver autour des attentats du Bataclan que je voulais évoquer avec vous. On va continuer à creuser, les amis, et je vous l'ai dit, je vais aller assez vite sur ces 2 documents qui, eux, pour le coup, ont été vraiment oubliés, surtout le bouquin dont je vais vous parler. Un bouquin sorti en octobre 2016. Je m'épanche un petit peu plus dans l'enquête qu'on a faite. C'est comme d'habitude, vous connaissez la guinguette. Une enquête qu'on a publiée sur la boîte noire, sur notre plateforme. Comme ça, on n'est pas emmerdé pour les histoires de censure. Mais là, je peux y aller roue libre sur la boîte noire. Sur YouTube, il y a certains éléments, il faut y aller un peu plus tranquille. Donc, vous avez le lien. Je vous le donne dans le chat de Twitch. Et si vous regardez le replay sur YouTube, vous l'avez en description, évidemment, pour avoir plus de développement sur ces éléments-là. Mais ce qui valide l'une des premières zones d'ombre dans ce bouquin d'octobre 2016, c'est les liens inattendus entre 2 événements terroristes. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure de menaces qui pesaient sur le Bataclan, de menaces claires et identifiées, c'est par rapport à l'attentat du Caire de 2009, qui a eu lieu en Égypte, et qui a tué une certaine Cécile Vanier, alors lycéenne française de 17 ans. Et comme tout attentat, quand vous avez un ressortissant de votre pays qui meurt à l'étranger, automatiquement, ça ouvre une enquête chez vous. Et vos forces de l'ordre sont capables de pouvoir enquêter, ont le droit de pouvoir enquêter. Donc c'est ce qui s'est passé. Et il y a un parallèle entre ces deux attaques, c'est que vous avez au cœur de l'enquête suite à l'attentat du Caire en 2009, un non-lieu a été prononcé en 2012 d'ailleurs, pour l'anecdote, si j'ose dire, et vous avez des éléments de menace sur le Bataclan déjà là. Et vous avez un journaliste d'investigation qui a écrit tout un bouquin là-dessus, et ce qu'il dit dans le livre est effrayant, mais c'est effarant. Je l'ai parcouru donc pour l'enquête que je propose, qui est plus longue, qui est plus développée, c'est effarant, parce que vous comprenez que jusqu'à présent, je parlais de zone d'ombre, il y a des choses où on se dit, soit c'est un manqué, soit il y a eu quelque chose d'autre, mais c'est un manqué gravissime, terrible. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire par rapport à ça, sur ce premier élément. Le deuxième élément, c'est... d'ailleurs, non, ce journaliste, Philippe Cohen-Grillet, d'ailleurs, je voulais vous montrer un extrait de ce qu'il dit, pour vous donner quand même quelques éléments, avant d'aller voir l'enquête un peu plus fouillée, voir ce qu'il nous dit, ce qu'il explique dans la genèse de son bouquin, et le lien qu'il fait entre les 2 événements. Cette bombe, elle visait délibérément un groupe de jeunes Français, d'adolescents qui étaient en vacances dans le pays. Des lycéens de Levallois-Perret. Des lycéens de Levallois-Perret. Il y a eu 24 blessés, beaucoup de blessés graves, et Cécile Vanier, 17 ans, qu'on oublie, comme on oublie l'attentat du Caire, est morte ce jour-là, ce 22 février 2009. À la faveur de l'enquête qui a commencé sur l'attentat du Caire, la justice, tout de suite, a eu des informations selon lesquelles le même groupe qui avait délibérément frappé les Français voulait s'en prendre au Bataclan. Pour quel motif? Parce que le Bataclan appartenait à des Juifs. À l'époque, et que, soi-disant, il finançait l'armée israélienne. On retrouve au cœur de cette enquête également les mêmes personnages, les frères Klein. C'est absolument effarant, c'est ce que je raconte dans le livre. Quand on lit certains PV d'audition des frères Klein, ceux qui ont revendiqué les massacres du 13 novembre sont pour les champs, ils étaient entre les mains de la justice. Ils ont joué à l'anguille et la justice a clos ce dossier par un non-lieu en 2012. Alors qu'ils avaient raconté, enfin il faut être clair, il faut dire les choses clairement, ils ont dit aux policiers, le Bataclan fait partie des cibles, c'était aussi clair que ça. Alors ce qui est très très net, et ça les preuves sont incontestables, c'est des preuves écrites, le Bataclan a été mentionné à plusieurs reprises par plusieurs individus qui sont impliqués dans l'attentat du Caire comme une cible prioritaire. Comment tout ça peut se finir par un non-lieu ? Tout ça se finit par un non-lieu, par incompétence. Comme il y a de mauvais journalistes, il y a de mauvais boulangers, et parfois il y a de mauvais juges. Voilà. Donc ça, c'est une intervention médiatique de Philippe Cohen-Grillet. Alors vous doutez bien que ce qu'il dit sur le plateau de LCI est un tout petit peu plus édulcoré que ce qu'il dit dans son bouquin.
Et je vous invite vraiment, les amis, à voir l'enquête, hein, en parlant de ça, parce que c'est un bouquin qui m'a fait froid dans le dos en le lisant. C'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais vous faire cette vidéo. C'est depuis ce bouquin qui est resté dans le top de mes livres les plus marquants, et je tenais à faire une vidéo sur Juste Milieu pour revenir sur les attentats du Bataclan et ces zones d'ombre, parce qu'on ne peut pas tourner la page sur le plan judiciaire, sur le plan de l'enquête. Après, pour tout ce qui est des familles des victimes, on respecte évidemment le deuil, mais ce sont deux volets différents, et je crois que notre pays leur doit la vérité. Aujourd'hui, tout ne me semble pas très clair. Le deuxième grand volet, là encore, un documentaire du 3 septembre 2021, pareil, qui a été un petit peu mis à l'ombre. On a appris d'ailleurs que Manuel Valls, en tout cas au moment de la sortie du documentaire, avait souhaité porter plainte contre l'éditeur du documentaire, parce que dedans, il y avait des révélations qui mettaient directement en cause sa responsabilité. Et je vais vous montrer, hein, c'est un article de Marianne notamment. Regardez, c'est un documentaire qui avait été notamment diffusé sur Arte. Et regardez, on avait appris que Manuel Valls comptait porter plainte. Manuel Valls porte plainte contre Arte après des accusations d'une violence inouïe. C'était en septembre 2021. Donc pour vous dire à quel point ce reportage fait pas plaisir, et ce qu'il révèle autour de Manuel Valls, ce que je ne peux pas dire là, parce que vous avez compris que s'il a porté plainte contre Arte, voilà. Mais le documentaire existe. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai pas réussi à trouver d'éléments sur la suite de la plainte, sur la suite de ce que ça a donné, est-ce qu'il a eu raison ou pas, est-ce qu'il a eu gain de cause ou pas. Mais dans ce documentaire, il y a deux choses énormes qui sont révélées, notamment la non-intervention ordonnée d'une unité d'intervention rapide qui était disponible pas loin des lieux. On connaît l'histoire évidemment du brigadier, enfin du commissaire qui est arrivé avec son chauffeur, qui allait tirer à l'arme de poing contre un terroriste. On connaît l'histoire des militaires qui étaient devant le Bataclan et qui n'ont pas pu intervenir. C'est encore une autre histoire qui a été très peu médiatisée pour le coup, d'une unité d'intervention rapide à qui on a dit de ne pas intervenir et de se rendre plutôt au QG. Et c'est ni la BAC, ni la BRI, ni le GIGN. C'est une unité peu connue et que le documentaire évoque. J'ai appris l'existence de cette unité, très honnêtement, dans le documentaire d'Arte, justement, que je décortique dans la vidéo que je vous propose. Et on a aussi les motivations politiques, donc de Manuel Valls et d'autres, parce qu'il y a plusieurs politiciens qui sont nommés dans le documentaire. On a une mise en lumière de certaines motivations politiques qui auraient pu justifier, enfin, qui auraient expliqué certains comportements anormaux au niveau du pouvoir français de l'époque. Donc on rappelle, sous François Hollande, Valls était au ministère de l'Intérieur, et à cause d'un jeu de pouvoir, certaines consignes ont été données et d'autres non. Et c'est ce que dit le documentaire. Donc je peux pas, c'est pas que je veux pas l'expliquer là, mais vous avez vu, si Valls a porté plainte contre Arte, bon, bah, contre Juste Milieu, vous doutez bien que voilà, même si on ne connaît pas la suite, hein, peut-être qu'il a été débouté, on n'en sait rien. Mais voilà, ce documentaire-là, je le décortique dans la vidéo que je vous propose sur la boîte noire, qui est plus longue, qui n'est pas sur YouTube, donc qui n'est pas public. C'est un lien, je vous envoie par mail le lien, en fait, tout simplement, comme d'hab, hein, vous connaissez. Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus sur ces zones d'ombre, parce que je crois que la situation, tout est tellement grave dans cette affaire que, évidemment, en premier lieu, on respecte le deuil des familles de victimes. Et dans un second temps, je crois qu'il est très important de ne pas tourner la page de ce genre d'événement, de continuer à garder un œil attentif pour savoir quelles sont les suites, notamment sur les gens qui étaient aux manettes et qui, pour certains, sont toujours au premier plan politiquement et à qui on n'en a pas tenu rigueur. François Hollande est toujours dans le secteur, quand même. Il faut s'en rappeler. L'attentat d'Annecy, c'est pareil. On n'a aucune continuité. Donc, il y a ces événements-là. Notre-Dame, ce sera pareil. Dans un autre registre, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire sur l'incendie. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. L'ampleur de tel drame, c'est pas normal qu'on soit là à dire on ne sait pas. C'est juste pas normal. Donc voilà pourquoi on essaie de continuer à s'engager là-dessus et de vous parler de ces événements. Donc les amis, 18h04, j'ai un petit peu débordé le timing. Vous le savez, on est mercredi. Mercredi, c'est farce tranquille. Donc on va enchaîner tout de suite. Je vais vous donner le lien. Rendez-vous tout de suite sur la chaîne Juste Milieu, les copains. Je compte sur vous pour relayer le lien. Voilà, partager autour de vous. Les gens qui connaissent pas, ben, on se fend la gueule. Voilà. Alors, Psytech69FR, j'ai vu ton message dans le chat, mais j'étais lancé. Je te réponds qui dit « Le chat est revenu uniquement pour les abonnés. Est-ce bien voulu? Ouais, c'est un problème technique. Si c'est vraiment souhaité, je précise que je suis ni pour ni contre. C'est juste une question. Pas de souci. Alors, ça s'est remis, mais je l'avais enlevé. Parce que justement, vous m'aviez fait la remarque. Alors, je sais plus comment j'avais fait pour l'enlever, ceci dit. C'est possible qu'il revienne tout seul, le bordel? Non, il est décoché, réservé aux abonnés. Non, non. Par contre, le chat, il est réservé aux followers de plus de 10 minutes, je crois. Follower 10 minutes. Parce Ok. que, en gros, c'est pour qu'il n'y ait pas de spam. Ok.
Faut être follower de 10 minutes, on me dit. Le chef technique, il a dit ça. Donc, abonné, ça s'était coché un jour. Ouais, bah, mais c'est pas censé se mettre. Ok. Bah, Psytech69FR, faut que tu sois follower de plus de 10 minutes. Sinon, tu ne mettras jamais ton message. Voilà. Donc, je sais pas si c'est ton cas ou pas. Est-ce que d'autres ont le même problème? Mais normalement, ça marche. Hein. C'est décoché de notre côté, donc il ne devrait pas y avoir de souci. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, les amis. Donc, voilà. Les copains, ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui. Alors, je vais vous envoyer vers la farce tranquille, de toute façon. Et ça reste dans la maison, on est entre nous. Un petit mot juste avant. La semaine se déplace pour moi physiquement demain, direction Clermont-Ferrand. Et je reviens samedi. Donc, c'était le dernier Juste Bistrot de la semaine. Et oui, là, je vous ai pris au dépourvu, d'une certaine manière. Mais la semaine prochaine, on rattaque plein badin. Et j'annonce un grand chelem. Voilà, je suis là toute la semaine prochaine. Il n'y a pas de spectacle la semaine pro. Donc, je serai là du lundi au vendredi, les copains. Non, je suis con, c'est férié lundi. Donc, du mardi. Non, donc, c'est pas un grand chelem. Du mardi au vendredi, les copains, pour le Juste Bistrot. On va se retrouver à fond la forme. Et pour les zinzins d'Auvergne qui n'ont pas encore pris leur place, je le redis, rendez-vous à Clermont-Ferrand, vendredi 20h30, Comédie des Volcans. Je compte sur vous, les amis, on va se fendre la gueule, ça va être énorme. Il y a un bar en plus dans le théâtre, donc on va faire la fête ensemble, ça va être super. Voilà, je vous embrasse, les amis. C'est férié lundi, oui, en Suisse, c'est férié. C'est pas férié en France, la Pentecôte? Ah ben non, c'est le jour qui... Attends, c'est le jour qui est bossé, non? Et il le rattrape peut-être. Ah, c'est pas férié en France, lundi, là? Oh, les nuls. Oh, les nulos. Ah ouais, bah ouais. Ah ouais, vous bossez, vous. Bah moi, non. C'est con, hein. C'est la tuile. Hein. C'est la tuile, là, tu me diras. Hein, mais, ouais. Et Zabou 1961 qui dit on mange bon en Auvergne, ça c'est vrai. J'ai hâte, on va se régaler. Oui, c'est bon. Ok. Donc voilà, les amis, le programme est fait. On se retrouve donc la semaine prochaine plein matin dans le Juste Bistrot. Je vous renvoie vers la farce tranquille. Vous avez le lien. Je compte sur vous pour partager, envoyer du bois. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine dans le Juste Bistrot. Je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France. Allez. Ça tourne en